Bonjour les troisièmes, bienvenue pour ce cours sur les atouts et les aménagements possibles sur les territoires ultramarins français. On est sur le chapitre 2, on continue en géographie. On a vu donc, toutes les contraintes et toutes les difficultés qu'il y avait dans les territoires ultramarins français. Maintenant, on va s'attaquer aux atouts, aux avantages de ces territoires ultramarins et aux aménagements qui sont possibles pour améliorer ces territoires ultramarins, pour créer de la richesse, pour résoudre les problèmes qu'il y a dans ces territoires ultramarins. Alors pour ce cours, vous aurez besoin donc de l'activité 3, je l'ai mise en PDF. Si vous pouvez l'imprimer, c'est le mieux évidemment. Si vous pouvez la prendre, ce sera une carte, un schéma à compléter. Sinon, j'ai mis l'activité en mode Paint pour pouvoir le faire avec vous là en même temps. Sinon, vous pouvez tout à fait recopier à la main la carte. Pour le coup, c'est pas trop dur, hein. C'est des carrés et des ronds. Je pense que vous en êtes à peu près capable. Donc, on va passer au cours maintenant. C'est parti. Alors, pour vous introduire ce cours, je vous amène en Polynésie, à Bora Bora, en Polynésie française. Donc c'est une image d'un hôtel à Bora Bora, une photographie. On est avec une image que j'ai trouvée dans le livre scolaire, on est en 2016. Et le sujet, c'est le paysage, un atout considérable pour le territoire ultramarin français. Donc l'un des grands atouts, effectivement, des territoires ultramarins français, c'est ce paysage magnifique, ce paysage tropical qui fait rêver. C'est les belles plages de sable fin, les cocotiers, c'est le climat aussi qui, même si on peut avoir les ouragans, etc., on a un climat qui est tout à fait favorable. Il fait chaud en été, il fait chaud même quand même en hiver, enfin il fait rarement froid. Donc voilà, vous êtes sur des endroits qui sont parfaits pour accueillir du tourisme. Là, vous êtes dans un hôtel et voilà, c'est le genre d'hôtel typique qu'on peut trouver en Polynésie française et qui peuvent être un véritable atout pour les territoires ultramarins français. On va voir ça un peu plus en détail aujourd'hui. Donc c'est le titre de notre cours, des atouts et des aménagements possibles. Quels sont les atouts et aménagements possibles pour les territoires ultramarins français? Mettez sur pause cette vidéo, puis on passe à la suite. Alors déjà, on va revenir sur une île qu'on connaît, sur l'île de la Réunion, avant de s'attaquer à Bora Bora. Donc l'île de la Réunion, je rappelle, hein, je remets la carte, on se trouve ici, et je vais vous remontrer un endroit que vous avez déjà vu. On l'a abordé comme étant une contrainte, mais on peut aussi l'aborder comme étant une ressource. Donc c'est cette photographie du cirque de Mafaté, sur l'île de Marla, dans la Réunion, qui n'est accessible seulement à pied ou en hélicoptère. Et on a dit que c'était une énorme contrainte, puisque c'est un espace qui est isolé, montagneux, difficilement constructible, mais ça peut être aussi une ressource, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mettre en valeur, et notamment, vous le voyez en fait avec cette personne ici, qui est un touriste, comme vous pouvez le voir avec son gros sac à dos. C'est aussi l'espace de montagne, comme ça, un espace isolé, c'est aussi un espace parfait pour le tourisme, et en particulier un tourisme vert, donc ça doit vous dire quelque chose. On vient visiter pour la nature, pour la beauté des paysages, et le cirque de Mafaté est pour ça une énorme ressource. Donc c'est une contrainte parce que vous ne pouvez pas aménager, etc. Mais c'est une ressource parce que l'environnement finalement est laissé tel quel. Il y a très peu de construction, très peu d'activités humaines qui pourraient endommager le paysage, et donc on a un paysage pur qui peut être facilement mis en avant pour le tourisme. Un autre point qui peut être mis en avant pour le tourisme, qui est pourtant une énorme contrainte, ce sont les volcans. Alors on est ici avec un article de Robert Cassous, Le Piton de la Fournaise au secours du tourisme à La Réunion. C'est un article paru dans le journal Challenge et il est paru le 24 mai 2015. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs du monde par sa fréquence d'éruption, en moyenne une tous les 9 mois. Après un premier épisode d'une dizaine de jours survenu en février dernier, ce nouveau réveil semble s'être installé pour durer. Le dispositif Orsec a été déclenché pour la protection des biens et des personnes. Pour l'instant, selon les autorités, aucune coulée de lave rougeoyante ne menace les habitations. Donc là,
on a ce qu'on a vu la dernière fois, un volcan en activité, donc qui rentre en éruption fréquemment même, et on met des dispositifs en place, ça montre aussi que des aménagements sont possibles, on met des dispositifs en place pour évacuer les personnes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts. En reprenant du service, le volcan dope le tourisme sur l'île. De nombreux chasseurs de lave et de belles images affluent comme des milliers de curieux le long de la route des laves, ce qui provoque à certaines heures de la journée d'énormes embouteillages. L'Office de tourisme de la Réunion se réjouit de cet engouement et constate que les hôtels font actuellement le plein. Donc voilà, on a quelque chose de particulier, on a des gens qui viennent pour voir les volcans, et en particulier les volcans en activité. Donc finalement, cette contrainte qui est absolument énorme devient, là encore une fois, une ressource, puisque les gens viennent visiter pour voir le volcan. Voir un volcan, c'est quand même assez exceptionnel, c'est pas tous les jours, et un volcan en éruption encore moins, c'est quelque chose de dangereux, mais c'est pas grave, ça attire des touristes, et donc c'est quelque chose de très positif pour la région. Donc vous pouvez voir que certaines des contraintes de l'île de la Réunion et des autres territoires ultramarins de manière générale peuvent être mises en valeur comme des ressources. En plus de l'intérêt touristique, on a également des intérêts stratégiques sur les territoires ultramarins français. Alors je vais vous montrer deux territoires en particulier. Le premier, c'est la Guyane, donc je rappelle que c'est là, hein, on l'avait déjà vu, et les îles australes, les terres australes, et particulièrement Kerguelen. D'abord on va montrer la Guyane, et ensuite on va s'attaquer à Kerguelen. Donc pour la Guyane, on a un intérêt tout à fait stratégique et d'ordre scientifique également. Donc on est avec un article en ligne d'Hervé Lenning pour Futura Science. L'article s'appelle Pourquoi les lancements de fusées sont-ils faits de Kourou en Guyane? Ça a été publié le 13 novembre 2018. Et donc le sujet, c'est pourquoi la station spatiale française se trouve en Guyane. Donc, si vous ne le saviez pas, en Guyane, nous avons la station spatiale, la grande station spatiale française, et c'est elle qui lance toutes les fusées, tous les satellites français qui sont envoyés dans l'espace, ils sont envoyés depuis la Guyane, depuis Kourou. Alors on va voir maintenant pourquoi. La France lance ses fusées depuis Kourou, en Guyane, très loin de la métropole, à quelques 7000 km. Le coût d'acheminement du matériel et le budget consacré pour faire vivre un grand nombre d'ingénieurs et leurs familles sur place est conséquent. Alors pourquoi avoir installé la base aéronautique française à Kourou et non en France métropolitaine? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi l'envoyer là-bas? Pourquoi est-ce qu'on l'envoie pas à d'autres endroits où on a déjà des infrastructures aéronautiques, par exemple Toulouse. Toulouse, c'est le grand endroit en France de l'aéronautique français, alors pourquoi ne pas avoir installé cette station en France métropolitaine, d'autant que acheminer, vous imaginez que envoyer toutes les fusées, le matériel, etc., jusqu'en Guyane, ça doit coûter énormément cher, et ça coûte très cher. Il existe au moins deux raisons à ce choix de la Guyane. La première est qu'un grand nombre de satellites lancés sont géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils paraissent immobiles vus de la Terre. Si ce n'était pas le cas, les paraboles sur nos toits devraient être mobiles pour suivre les satellites, ce qui ne serait guère pratique et augmenterait le coût des télévisions satellitaires. Pour être géostationnaire, il faut que les satellites soient lancés proches de l'équateur, et Kourou est à 5 km seulement de l'équateur. Donc voilà, la première raison, c'est une raison tout à fait pratique, il faut que les satellites soient géostationnaires, donc ils ne bougent pas. Pour qu'ils ne puissent pas bouger, il faut qu'ils soient le plus proche possible de l'équateur. La France a la chance d'avoir un territoire proche de l'équateur, eh bien on en profite, c'est la Guyane. Donc le territoire ultramarin guyanais sert à ça pour une première raison pratique. La deuxième qu'on voit également, c'est le coût. Si on lançait nos satellites français depuis la métropole, ça coûterait beaucoup plus cher de recevoir la télé, de recevoir tout ce qui va avec. L'autre raison est la force centrifuge, qui aide au lancement en donnant un effet de fronde. Cette force naturelle permet de réaliser une économie de carburant au décollage. Donc voilà, deuxième raison. Première raison, c'est une raison pratique. C'est plus facile, c'est plus simple d'avoir des satellites qui sont lancés depuis l'équateur. Deuxième raison, encore une fois, une autre raison à la fois pratique et à la fois économique, c'est une question d'argent. On a
depuis l'équateur, une force centrifuge, donc là c'est de la science, hein, qui va aider les satellites à démarrer, à partir, et donc on va faire une énorme économie de carburant au décollage. Donc voilà, on a un territoire en Guyane qui est très stratégique de par son positionnement. Juste le fait qu'il soit là, c'est un intérêt stratégique. Deuxième chose, maintenant nous allons voir Kerguelen. Donc on a vu que c'était des îles qui étaient isolées dans l'Antarctique et pourtant trésor pour les scientifiques. Donc, je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo qui a été faite par les TAF, donc les terres australes antarctiques françaises. C'est une vidéo de promotion, évidemment, des TAF et du travail qui est fait, mais ça vous montre parfaitement bien qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il y a là-bas, et quel est l'intérêt de garder des îles aussi isolées. L'histoire volcanique du globe, il y a bien longtemps, a fait émerger des îles. Les plus grandes d'entre elles sont les terres australes françaises. Elles se situent à proximité de fronts océaniques, dans une zone de brassage très active et particulièrement favorable au développement de la vie. Alors ce qui caractérise les îles australes, que ce soit Crozet, Kerguelen ou Amsterdam-Saint-Paul, c'est vraiment la concentration de vie. Pas tant par le nombre d'espèces est relativement faible, par contre par les abondances de certaines espèces. Que ce soit évidemment pour les mammifères marins, les éléphants de mer, les otaries, mais aussi les oiseaux, principalement les manchots. C'est la concentration la plus forte d'oiseaux qui existe au monde. 25 millions d'oiseaux à Crozet, 25 millions d'oiseaux sur l'archipel Kerguelen. La position géographique des terres australes françaises et leur isolement en ont fait très tôt des territoires de science. Historiquement, ces travaux ont d'abord porté sur la géophysique et la météo, des champs d'études qui demeurent très actifs. Les types d'observations qu'on va conduire sur ces espaces, ça va être des observations qui touchent à l'atmosphère. On va observer la très haute atmosphère, on va observer à Amsterdam par exemple l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère. On va étudier les tremblements de terre, on va étudier le magnétisme terrestre. Tout ça, ce sont des observations à très long terme pour comprendre le fonctionnement de notre planète sous l'aspect vraiment physique et chimique. Après, ce sont des territoires évidemment très importants pour les sciences du vivant. Donc on commençait à 11h55. Dès les années 60, des programmes scientifiques se sont orientés sur l'étude des animaux, des plantes et plus largement des écosystèmes austraux. Aujourd'hui, les chercheurs ont accumulé une connaissance très pointue de ces milieux terrestres avec une profondeur de données remarquable. On est dans une situation exceptionnelle, on le voit ici, c'est des animaux qui ne sont absolument pas farouches, donc c'est une situation qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. C'est des îles très isolées, les animaux ont évolué en l'absence de prédateurs, et ça nous permet de réaliser ces suivis à long terme, ces captures, recaptures, année après année, au cours des 60 dernières années, et d'étudier la dynamique de ces populations sur des périodes aussi longues. Donc vous avez pu voir que les territoires ultramarins australes français sont très intéressants pour tout ce qui est scientifique. C'est, comme l'a dit le scientifique, c'est un endroit où il y a énormément de vie marine, de vie animale, et donc c'est un endroit parfait pour la science. Donc ce sont des endroits stratégiques pour la France, parce que ce sont des endroits qui sont uniques. La Guyane, c'est un endroit unique pour le lancement des fusées. Les îles Kerguelen, c'est un endroit unique pour l'observation scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une observation scientifique aussi précise et aussi détaillée ailleurs. Et donc Kerguelen, c'est un endroit de choix, c'est un endroit stratégique pour la France, et c'est un atout absolument énorme. Ça contribue aussi à la fois à la recherche française, mais aussi au prestige de la France, c'est-à-dire que avec ces îles Kerguelen, on est capable de faire des analyses scientifiques très poussées, et par conséquent, ça rayonne, ça fait rayonner le prestige scientifique français. Donc maintenant, on va écrire la trace écrite qui résume ceci.
Donc, les territoires ultramarins de Kerguelen et de la Guyane ont des atouts spécifiques. La station de Kerguelen est une station scientifique renommée étudiant la faune et la flore de l'Antarctique. En Guyane se trouve la station spatiale de Kourou qui envoie les fusées et satellites dans l'espace. On continue ce cours. Montrer qu'il y a des aménagements possibles, c'est aussi parler des constructions, des bâtiments qui sont réalisés par la France, par la République française, sur les territoires ultramarins. On revient sur l'île de la Réunion et on va parler de cette grande route des Tamarins. C'est une très grande route qui a été construite par la France sur l'île de la Réunion dans le but de désenclaver le territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire désenclaver? On a des territoires qui sont isolés de par les contraintes qu'on a déjà vues, donc les montagnes, etc., etc. Et le but, c'est de les désenclaver, c'est-à-dire les sortir de l'enclavement, les sortir de leur isolement. Et pour les sortir de l'isolement, on va construire des routes, c'est la base, qui vont permettre aux Réunionnais de pouvoir se déplacer facilement d'un bout à l'autre de l'île. Ça se traduit, là vous avez la photographie d'un grand pont sur cette route des Tamarins. C'est des aménagements qui sont costauds. Un pont, ça coûte cher, c'est difficile à construire aussi, ça demande des grandes capacités d'ingénierie. Donc ça veut dire qu'on met des moyens vraiment en place pour avoir des aménagements qui permettent de désenclaver le territoire et de d'aménager le territoire de la Réunion. Alors on voit maintenant l'intérêt de cette île des Tamarins avec ce texte de Thierry Simon qui s'appelle Une île en mutation pour l'article en ligne donc sur Ecogéo, et on est en octobre 2008. La route des Tamarins relie Saint-Paul à l'étang salé sur 33 km situé à mi-pente. Voici les propos du président du conseil régional tenu en 2006 à propos du projet. Le choix de faire passer cette route non pas en bordure du littoral mais en moyenne altitude répond à une volonté politique forte, celle d'un aménagement cohérent du territoire. Cette route va permettre l'aménagement des territoires situés à mi-hauteur, indispensable pour accueillir une partie des 300 000 habitants supplémentaires que la Réunion accueillera dans moins de 25 ans. Surtout, la route évolue pour fluidifier le trafic routier, sans cesse plus dense dans cette partie balnéaire et touristique de l'île. Donc on a un double intérêt pour cette route des Tamarins. On a une volonté véritablement politique, c'est-à-dire vraiment qu'on cherche à faire ça, on l'a fait exprès, on l'a pas juste fait une route qui relie à un point A à un point B. On cherche vraiment à aménager dans les endroits situés en altitude pour pouvoir désenclaver, pour avoir un aménagement cohérent du territoire, c'est ce qui signifie par là, désenclaver ces endroits-là. Une route qui permet donc d'aménager les territoires situés en mi-hauteur, donc c'est aussi l'idée de pouvoir conquérir les hauteurs, de se dire que un peu plus tard on va pouvoir installer des bâtiments pour les 300 000 habitants supplémentaires que la Réunion devra accueillir, donc avec la croissance démographique, avec l'immigration, etc. Et enfin, la route sert pour fluidifier le trafic, donc ça signifie qu'on avait déjà des embouteillages et des choses comme cela, et on signifie également qu'on veut désembouteiller dans la partie balnéaire et touristique de l'île, donc c'est une route aussi qui a un intérêt économique, c'est la possibilité de transporter les touristes, de faire en sorte que les touristes puissent aller sur leur lieu de villégiature et un peu partout sur l'île de la Réunion plus facilement. Donc intérêt politique, intérêt économique, cette route des Tamarins, c'est un aménagement important pour l'île de la Réunion. Alors maintenant, on va passer à l'activité, aménager une station touristique, l'exemple d'un hôtel à Bora Bora. On va regarder un petit peu comment est-ce que ça se fait, une station touristique, et vous allez voir que tout est aménagé, tout est bien carré, bien comme il faut. Ça va vous rappeler normalement ce qu'on a vu en classe avec la station de la Grande Motte proche de Montpellier. Là, vous allez voir l'aménagement de ce territoire à Bora Bora, l'aménagement d'un hôtel. C'est un hôtel plutôt de luxe. Donc si vous avez l'activité, si vous avez pu l'imprimer, collez-la, ne la pliez pas bien sûr, parce que ça ne sera pas pratique, et vous remplissez directement sur la fiche. Alors première chose, on se situe. Où sommes-nous? Donc pour nos territoires ultramarins français, on est à Bora Bora. Bora Bora, c'est un territoire de Polynésie française. Donc on est par ici, dans ces endroits-là, dans l'une de ces îles. C'est une île qui se trouve au nord-ouest de Tahiti, donc la plus grosse île
de Polynésie française, et c'est là où nous allons. Donc voilà la carte de l'hôtel de Bora Bora que j'ai choisi. Donc c'est l'hôtel Bora Bora Pearl Beach Resort and Spa. Donc c'est un hôtel qui est à destination d'une clientèle plutôt riche. Là on est sur le plan de l'hôtel que vous pouvez trouver sur internet, sur le site internet de l'hôtel. On est donc ici sur un plan vraiment très aménagé, très carré, très construit, rien n'est laissé au hasard. Alors la première chose que vous pouvez remarquer, qui est quand même pas courante, c'est ici, ce sont tous ces petits carrés violets, verts, jaunes, rouges, ce sont des bungalows sur pilotis, c'est-à-dire qu'ils sont installés sur l'eau. Donc on a créé des pontons, comme vous pouvez le voir, des routes sur pilotis, des pontons sur pilotis pour avoir des cabanons sur l'eau. L'idée, c'est de profiter de l'un des grands avantages de Bora Bora, c'est-à-dire l'océan, la magnifique eau bleue et claire et cristalline de l'océan de Bora Bora, et donc profiter du paysage. Ce sont des vues avec des vues sur des lagons, ce sont des vues magnifiques avec les plages qui sont à proximité, et évidemment ça vous donne en plus la possibilité d'aller vous baigner directement, vous êtes directement sur l'eau. Voilà, que demander de plus? Ensuite, ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous avez des bungalows de différentes sortes. Donc là, ça dépend selon la vue. Là, on a donc ici des bungalows, simples bungalows entre guillemets, donc des bungalows sur l'eau, mais on a aussi des bungalows premium, c'est-à-dire des bungalows encore plus luxueux, avec une vue sur le lagon. On a également une autre vue sur Otemanu, donc c'est une autre île, pas loin. Donc on a des lagons un peu plus luxueux ici, et on a des lagons en fin de ponton. Pourquoi on a des lagons en fin de ponton qui sont mis en avant? Parce que vous êtes à la fin, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de voisins, et surtout que vous avez une vue complètement dégagée. Surtout si vous êtes là, vous regardez droit devant, vous regardez à droite à gauche, vous avez personne, vous avez la meilleure vue. Donc on a des bungalows qui sont classés en fonction de la vue, en fonction du paysage, et c'est vraiment le paysage qui destine tout sur cette station touristique. On a d'autres bungalows, d'autres installations pour accueillir les touristes qui sont ici, voilà, en violet, et par là également, en bleu. Donc on en a avec une vue sur la plage. En plus de la vue, ça veut dire que vous sortez de votre bungalow, vous êtes directement sur la plage pour aller bronzer. Vous avez des bungalows avec, ici on vous dit, c'est une suite avec un jardin et une piscine. Donc vous avez peut-être pas la meilleure des vues, mais vous avez votre jardin et votre piscine. Donc c'est-à-dire encore une fois que vous êtes quand même dans un endroit privilégié, luxueux. Alors tous ces touristes, avant de pouvoir se loger, il faut pouvoir les accueillir. Ici vous avez un ponton d'arrivée, ce qui signifie qu'on arrive par bateau sur l'île, on va débarquer par bateau. On a également donc tout un tas de routes, évidemment. Sans route, vous pouvez pas... Enfin, c'est des routes qui vont vous permettre de circuler dans toute l'île. C'est une infrastructure de base. On a une réception, une énorme réception pour les touristes qui arrivent, qui est directement à proximité du ponton, qui est un peu centrale, qui a une position centrale sur la station touristique, et qui aussi peut desservir directement, c'est-à-dire que là, vous allez depuis la réception directement sur votre ponton pour vos bungalows sur pilotis, ou alors dans cette direction-là, près de cette espèce de grand bassin lac, vers vos autres bungalows. Ensuite, dans cette réception, vous avez un peu plus que ça. Vous avez un bar, vous avez un restaurant, vous avez une salle de cinéma, une salle de conférence, et même une chapelle pour les mariages. Donc en regardant effectivement sur le site, je me suis rendu compte que l'hôtel proposait tout un tas de services si vous voulez vous marier, faire votre lune de miel ou des choses comme ça sur l'île de Bora Bora, c'est-à-dire avoir un mariage inoubliable sur une île magnifique. Eh bien vous pouvez, et l'hôtel organise tout ça, vous avez même la chapelle, donc le petit endroit religieux pour faire votre mariage religieux comme ça vous va. Donc voilà, vous avez vraiment des activités aussi qui sont là pour le fun, pour le loisir.
Le B, ici, c'est un restaurant. Vous avez là une piscine avec un jacuzzi. Vous avez comme activité de loisir un centre de plongée, des terrains de tennis, de volley. Vous avez là les espaces en pointillés, ce sont des mini-golf. Vous avez également là un grand centre de spa et de relaxation. Donc voilà, vous avez des activités touristiques. On ne reste pas que sur l'eau ou sur la plage. On a aussi des activités de loisirs, des activités quand même destinées plutôt à une population plus riche. On cherche pas à attirer des classes moyennes, là, on cherche à attirer vraiment classe moyenne supérieure, voire les plus riches, avec une station paradisiaque. Enfin, dernière infrastructure présente, on a un chemin qui mène vers l'héliport, ce qui signifie qu'on peut se déplacer également en hélicoptère. On a aussi, ce sera la dernière installation de loisirs, ici, là, au niveau du M, ce qui est en bleu foncé, alors comment est-ce qu'ils appellent ça? Une nurserie de corail. Donc le but c'est d'avoir des coraux qui sont visibles par tous lorsque vous êtes sur les bungalows, lorsque vous vous déplacez sur les pontons. Et le but, j'imagine qu'il y a un lien avec ce centre de plongée, c'est-à-dire que vous allez faire de la plongée dans la nurserie de corail et vous allez visiter, vous allez regarder les coraux, puisque ce sont des endroits, des végétaux animaux absolument magnifiques. Et donc voilà, vous allez encore une fois profiter du paysage. Mais voilà, la nurserie de corail, elle n'est pas installée n'importe où. Elle est installée parfaitement autour de ces bungalows là, bien préservés comme il faut. Donc on a à la fois une volonté de montrer le patrimoine écologique de la région, mais aussi d'avoir une utilité touristique, économique à la fin. Donc en se basant sur la carte qu'on vient de voir, on va remplir l'activité 3. Donc l'activité 3 c'est celle-ci. Moi je vais basculer sur Paint pour pouvoir la remplir avec vous et vous montrer un petit peu. Alors vous avez déjà tous les éléments en fait, qui sont remplis. Il va s'agir surtout de colorier les bons endroits, de remplir le schéma correctement. Donc première chose, on voit ici le ponton d'arrivée et de départ des bateaux. Le symbole se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de rajouter d'aménagement. Donc vous avez ici un grand carré là qui représente le débarcadère et ici le ponton. Vous avez des routes, donc vous avez vu qu'on en a des plus fines que d'autres. Ça, ce sont les routes terrestres. Et vous avez en route plus grande, là, ici, les routes avec les pilotis sur l'eau, donc les pontons avec pilotis. Donc la première partie de cette carte, vous avez vu, s'appelle des infrastructures et des paysages. Les infrastructures sont là, ce sont les routes avec pilotis, les pontons. Et les paysages, ben, on peut les voir là. Les petits bassins, lacs, et les océans et plages de sable fin. L'océan, pardon, et la plage de sable fin. Alors, on va tout simplement prendre du bleu clair pour le bassin lac. Le bassin lac se situe ici. Donc voilà, vous avez juste à colorier cet espace ici. Et pour l'océan, vous allez prendre un bleu plus foncé et vous allez tout simplement remplir donc toutes les parties ici. Alors, vous faites attention, hop, de ne pas remplir cet endroit-là. Vous avez vu que j'ai mis des pointillés. Ça sera pour la ferme de corail de tout à l'heure. Donc voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc votre océan et la plage de sable fin, évidemment, qui est sur le bout. Vous avez mis quelque chose sur votre schéma, ça signifie qu'il faut le mettre dans la légende, sinon on ne sait pas ce que c'est. Donc vous mettez du bon bleu, hop, la bonne couleur au bon endroit, donc le petit bassin, le lac, ici en bleu clair, et en bleu plus foncé, océan et plage de sable fin. Ensuite, on a accueillir une clientèle privilégiée, donc on a des bungalows sur pilotis, donc on va les indiquer avec... tiens, on va prendre du jaune, voilà. Donc on va prendre du jaune pour les bungalows sur pilotis. Et on va les indiquer ici. Donc je n'ai pas remis évidemment
tous les bungalows sur pilotis. J'en ai remis que quelques-uns, c'est un schéma, hein. Le but c'est de faire comprendre en gros qu'est-ce que vous avez. Donc vous avez des bungalows sur pilotis, et vous les remplissez pas tous, vous en laissez un certain nombre pour avoir les bungalows sur pilotis avec vue sur le lagon, et ceux-là on va les remplir en orange, tiens. Donc voilà, les bungalows sur pilotis avec vue sur le lagon, et donc ça vous rappelle qu'on a des bungalows sur pilotis classiques entre guillemets, et on a des bungalows premium, donc des bungalows de luxe. Ensuite on a la suite avec jardin et piscine, on va la mettre en vert. Donc ici, suite avec jardin et piscine, c'est ici, donc ce sont tous ces petits bâtiments, ces petits carrés ici. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, n'hésitez pas à mettre sur pause pour colorier et puis reprendre la vidéo après. Ensuite, on va remplir ces bâtiments, donc la réception avec cinéma, bar, salle de conférence, chapelle pour mariage. Donc c'est le grand bâtiment central que vous avez ici, on va la mettre en marron. Hop, la voilà. Ensuite, on a d'autres endroits touristiques. On va prendre encore du vert, on va en prendre un plus clair pour les terrains de tennis et de volleyball. Donc vous remplissez comme cela. Donc ça vous montre hein, que c'est un signe différent. Vous avez le carré avec le trait central là, qui vous montre que c'est un terrain. Et ça vous permettra de faire la différence avec, puisqu'on est dans le vert, vous gardez le même vert, c'est pas grave. Pour faire le mini-golf, donc ici, le mini-golf, il est là. Donc moi, je suis obligé de faire ça pour pas que ça colorie n'importe où. Vous coloriez tout simplement à l'intérieur des pointillés, vous essayez de vous appliquer un peu plus que moi je ne le peux sur Paint. Vous prenez le seau, hop, et vous remplissez, voilà, votre terrain de mini-golf. On va prendre un violet ou un rose comme vous préférez, tiens on va prendre du rose. On va prendre du rose pour faire la ferme à corail, ici. Vous pouvez reprendre du bleu pour faire la piscine et les jacuzzis, parce que vous avez vu que dans la légende, on peut reprendre la même couleur, c'est pas grave, parce que dans la légende, on a vu qu'on a fait un rond comme ceci, donc un rond qui indique que c'est la piscine et les jacuzzi, et elle se trouve ici. Par contre, pour le restaurant et le bar, là, on prend la même forme, ça veut dire qu'on va devoir changer de couleur, donc vous prenez une autre couleur, tiens, par exemple, on va prendre le rouge, hop, et on indique que le restaurant et le bar se trouvent ici, on le met sur la carte, on le met dans la légende. Et le centre de plongée, on va également reprendre du bleu. Vous pouvez reprendre du bleu foncé, tiens. Et, hop, je me suis trompé. Et on va remplir le centre de plongée, donc c'est le triangle. Pareil, on a le droit de reprendre du bleu foncé parce qu'on a mis un symbole particulier. Alors, ce qui est pratique également, là, c'est que ça vous montre tout ce qui est en bleu, c'est toutes les activités qui sont liées à l'eau. Et vous pouvez voir que quand même, ça prend une place relativement importante. En plus, vous pouvez rajouter en rose la ferme de corail. Donc, vous avez le centre de plongée, l'océan, la piscine, le jacuzzi, le lac ou le petit bassin. Vous avez donc la ferme à corail en plus. Donc, vous avez quand même beaucoup d'activités qui sont liées à l'eau. C'est vraiment ce qu'on met en avant sur cette station touristique. Enfin, on va prendre une dernière couleur, on va prendre du violet, vous avez pris du rose, on prend du violet. Hop, pour faire le grand spa, ici. Donc voilà, vous avez votre carte de votre espace touristique qui est remplie, c'est le schéma d'un hôtel à Bora Bora. Ça vous montrera comme ça, au premier coup, à quoi ça ressemble. Vous voyez encore une fois que rien n'est laissé au hasard, qu'on a une organisation de la structure, hein, c'est pas complètement aléatoire, tiens, on met un bungalow là, et puis un là, et puis un là. On met les endroits, on aménage au bon endroit, là où il le faut, et comme il le faut. Donc enfin, et on en finit avec ce cours. Pour résoudre certains des problèmes des territoires ultramarins, l'État met en place des aménagements
Pour désenclaver certains espaces, des grands chantiers d'infrastructures comme des ponts ou des routes sont réalisés, exemple la route des Tamarins à La Réunion. Des stations touristiques sont implantées pour créer des emplois et de la richesse, comme la station de Bora Bora en Polynésie. Et donc vous mettrez voir activité 3. Mettez sur pause pour écrire cette trace écrite, ensuite on aura 2 mots de lexique à écrire et ça sera la fin du cours. Donc pour le lexique, le voici. Désenclaver, essayer de sortir un territoire de son isolement en améliorant les infrastructures. Et donc infrastructure, ensemble de constructions nécessaires pour le bon fonctionnement d'un espace, route, voie ferrée, aéroport. Donc on en a fini avec ce cours et ce chapitre de géographie, et le thème même de géographie. La prochaine fois, nous passerons à de l'histoire et on va aller, si je ne me trompe pas, voir la guerre froide.